votre intervention, donc les enjeux de la... Excusez-moi. Les enjeux de la culture dans le développement en Afrique post-coloniale s'intéressent surtout aux cultures traditionnelles. Quand on parle de culture, c'est un champ très vaste. Il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup d'analyses, beaucoup de débats, beaucoup de tendances autour de la question. Donc, dans ce champ vaste, je me suis vraiment focalisé autour des cultures traditionnelles pour voir d'abord qu'est-ce qu'on entend par culture traditionnelle, quelle est l'aventure de ces cultures traditionnelles face à l'adversité historique, de l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui l'idéologie ambiante. Donc quand on parle de culture traditionnelle, il faut reconnaître que l'histoire commence surtout d'une manière du point de vue à l'échelle africaine, en 1945, donc avec l'UNESCO qui a... Donc avec l'UNESCO, afin de préserver et faire respecter les spécificités de chaque culture, de favoriser la communication, donc la libre circulation des idées et le partage du savoir entre les États membres et associés. En Afrique, dès sa création, l'Organisation de l'Unité africaine a instruit les pays africains de prendre en compte les spécificités culturelles, donc les cultures traditionnelles, dans le combat de l'émancipation des peuples. Donc, plus tard, en 1966, la réunion du comité scientifique de l'UNESCO, tenue à Abidjan, a décidé de la création du Centre de recherche et de documentation pour la tradition orale, CERTO, basé à Niamey. En 1974, donc, cette institution a été placée sous l'égide de l'OUA pour prendre d'une manière globale les questions de culture et de tradition orale en Afrique. À cet effet, plusieurs centres sous-régionaux ont été créés, donc le Centre de recherche et de documentation sur les traditions orales, et le Centre international des civilisations Bantou Sisiba pour l'Afrique centrale, Eastern Africa Center for Research and Oral Tradition and African National Language pour l'Afrique de l'Est, Southern Africa Center for the Study of Africa Oral Tradition pour l'Afrique australe. Donc, nous allons essayer de voir l'objectif de ces centres-là. Donc, selon Jude Leia, le premier directeur du CELTO, l'objectif est de fixer les traditions orales et de réapproprier la culture africaine. C'est-à-dire comment maintenant donner la possibilité aux Africains d'étudier leur propre culture et surtout de mieux l'expliquer, parce que je ne reviens pas sur les différentes aventures des anthropologues qui ont donné une autre image de cette culture. Donc, il y a ici 3 mots clés, à savoir tradition, oralité et culture en Afrique. Donc, quand on parle de culture africaine, il faut prendre en compte surtout l'aspect de la culture traditionnelle, défini par l'UNESCO en 1989 comme suit. C'est l'ensemble des créations émanant d'une communauté culturelle fondée sur la tradition, exprimée par un groupe ou par des individus et reconnue comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu'expression de l'identité culturelle et sociale de celle-ci. Les normes se transmettent oralement, par imitation ou par d'autres manières. Ces formes comprennent, entre autres, la langue, la littérature, la musique, la danse, les jeux, la mythologie, les rites, les coutumes, l'artisanat, l'architecture et d'autres formes. En réalité, c'est l'homme dans toute sa globalité qui est exprimé par la culture. Comme on le constate, cette entreprise institutionnelle, accompagnée par le travail remarquable des hommes de culture, des écrivains, des artistes, des chercheurs, ont permis de dégager les caractéristiques, l'esthétique et surtout les fonctions sociales et économiques de la culture. En ce qui concerne l'esthétique, je vous renvoie surtout à l'esthétique négro-africaine définie par Senghor, qui est vraiment d'une extrême importance en 7 points.
Donc l'Afrique compte dans les nouvelles expressions culturelles, littéraires, cinéma, danse, musique, des créateurs de renommée mondiale, dont des prix Nobel. Ben, bon, la question, mais il n'est pas donc exagéré de dire si ces prix Nobel et autres distinctions ne sont pas comme la médaille de Mecca, dans le vieux nègre et la médaille pour le continent africain. C'est-à-dire, l'Afrique a eu des prix Nobel, mais réellement, quel est l'impact sur le développement social des populations? Quel est, par exemple, l'impact du prix Nobel de Olio Soyinka sur un petit village du nord du Nigeria? Ce sont des questions qu'on se pose. Déjà, Jean-Paul Sartre a posé la question, bon, à l'époque, c'était chose en se disant, à quoi serait la littérature, par exemple, pour un peuple qui a faim? C'est une question un peu chose, mais il faut toujours essayer de se poser la question. Donc, à cet effet, selon la conception occidentale du développement, l'Afrique compte le plus grand nombre de pays en voie de développement, bien qu'elle possède des ressources naturelles et humaines conséquentes. Souvent, faute de politique propre, les gouvernants pensent qu'il suffit que l'économie marche pour que tout aille bien. Les modèles de développement proposés par les institutions internationales, les politiques gouvernementales et les actions des ONG s'avèrent contre-productifs. Aujourd'hui, menacées, les cultures de la zone sont complètement éradiées ou en voie de disparition, ce qui a pour corollaire des crises identitaires, une perte de repères compromettant toute perspective de développement local. Cet état de fait est traduit par des crises multiformes, dont les guerres religieuses, idéologiques et économiques, pour lesquelles toutes les solutions proposées à travers les modèles et les stratégies de développement n'ont pas apporté les solutions envisagées. Le défi de l'Afrique post-coloniale est de trouver des voies et moyens pour un développement durable aux échelles locales, nationales et continentales. La question est de savoir si la culture en général, celle traditionnelle en particulier, peut contribuer au développement durable des peuples afin de les préserver au moins de la faim. Parce que beaucoup d'études ont démontré qu'en Afrique, chaque 10 ans, il y a des famines dans certaines zones. Donc, comment s'y prendre au moins pour manger à notre faim? Donc, je vais revenir sur la question de la culture traditionnelle, qui est vraiment une question de normes sociétales. C'est-à-dire, quand on parle de culture traditionnelle, les gens pensent que c'est tout ce qu'on voit de folklore et ainsi, mais c'est notre façon de se gouverner, de voir le monde et surtout de dégager les perspectives de l'avenir. Dans une société traditionnelle, les membres produisent pour la satisfaction de ses propres besoins les outils nécessaires à la bonne gouvernance, au bien-être. Elle élabore des savoir-faire qui, au fil du temps, deviennent les formes de civilisation transmises de génération en génération. Les personnes sont liées par le sentiment d'être complémentaires et solidaires les unes aux autres. Elles créent des mécanismes qui permettent l'intégration économique et sociale des membres. Donc, je cite par exemple 3 formes de mécanismes. Par exemple, chez les agriculteurs, il y a les travaux communautaires. Nous, quand on était enfant au village, il y a la notion de jour férié, généralement le jeudi. Et le jour férié, ce n'est pas pour aller dormir ou bien pour en fait, se reposer, mais c'est pour aller aider les veuves, les vieilles personnes, ceux qui n'ont pas de soutien, pour aller cultiver leur lopin de terre. C'est ça, un mécanisme culturel qui permet vraiment l'intégration économique et sociale des choses. Chez les pasteurs, il y a un exemple qui fonctionne très bien, c'est le mot peul que je connais en français, ça s'appelle habnaya. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas de troupeau, les autres membres de la société lui confient des génisses, pas des génisses. Donc, à chaque fois que il y a un cycle de 3 quand donc la génisse me bat 3 fois, le troisième chose petit, etc., revient à celui qui élève l'animal. Donc il y a vraiment une sorte de, au fur et à mesure, la personne constitue son troupeau au même pied d'égalité que tout le monde. Chez les commerçants, il y a la tontine très célèbre, surtout dans les sociétés Yoruba, où à la fin de la journée,
on fait des petites cotisations en fonction des moyens. Bon, dans notre langue, on appelle les bras, c'est-à-dire on peut faire une main, 2 mains, 3 mains, ce sont des quotas. Et cela permet à chacun de contribuer, de construire son capital. Donc, le seul fait de jouer sa partition dans la réalisation de la satisfaction des besoins du groupe, au-delà du sentiment du bien-être, est un devoir d'accomplir un contrat social. Dans ce contexte, un homme ne vaut rien, rien ne vaut un homme. Donc, il n'y a pas d'individualisme, il n'y a pas de propriété individuelle, etc. Et dans beaucoup de villages, même la terre n'appartient pas à un individu. La terre appartient d'abord à celui qui la travaille et celui qui est à toute la communauté. La culture traditionnelle s'acquiert généralement par l'influence du milieu. Ce qui doit être fait doit l'être au strict respect des règles établies dans un espace et un temps précis par ce que Hong appelle des porteurs primaires ayant acquis le savoir et le savoir-faire dans un contexte d'oralité. C'est-à-dire, c'est vraiment la retransmission orale. Hier, nous avons assisté avec les personnes de l'académie les plus âgées. Leur communication, c'était vraiment une transmission orale très, très importante qui a émerveillé tout le monde et que nous autres jeunes, on n'est pas arrivés donc à ce niveau pour présenter nos communications de telle manière. Dès qu'on transporte une culture traditionnelle, elle perd tout son symbolisme. L'accès est souvent limité aux membres de la communauté, le savoir-faire aux initiés soumis au respect strict des interdits. Par exemple, les rites initiatiques, funéraires, cadres excellence de l'expression de la culture traditionnelle se font en retrait dans des lieux tenus secrets, loin des regards étrangers et des non-initiés. Je prends un exemple, par exemple, il y a ce qu'on appelle la fête traditionnelle des chasseurs, qui regroupe presque tous les chasseurs de l'Afrique traditionnelle dans un village qu'on appelle Masalata. Il y a des interdits. Il arrive que le ministre de l'Intérieur, qui est parrain de l'événement, est un Peul, comme les Peuls n'ont pas le droit d'assister aux cérémonies, on lui a empêché d'assister. Ce sont les règles. Les règles-là ne doivent pas être en fait transgressées au nom des normes politiques. Selon Serge, donc, la culture traditionnelle est plus qu'une simple expression de l'identité. Selon Serge Monnier, c'est un moyen de communication, un lien entre les générations, facteur d'intégration, d'exposition de l'altérité. Elle ne vise ni à innover pour supplanter, ni à envahir pour uniformiser. C'est ce qui fait cette force-là. Ils sont généralement ceux que les détenteurs de la culture traditionnelle sont très très tolérants envers l'étranger. Quand l'étranger arrive, ils créent toutes les conditions pour l'accueillir, mais à condition que l'étranger ne sait pas de remettre en cause leur façon de vivre. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième chose. Maintenant, ces cultures traditionnelles qui avaient régi en fait, les sociétés africaines et traditionnelles d'une manière générale jusqu'à l'aventure de la traite négrière, de la colonisation. Comment est-ce qu'on a été vraiment le rapport entre le rapport des cultures et l'extérieur? Moi, j'appelle ça, c'est une histoire de table rase. Une histoire de table rase pour la simple raison que la culture traditionnelle est la première cible dès qu'un nouveau rapport de force s'établit entre deux communautés. Le dominateur essaie toujours d'effacer d'une manière unilatérale la culture traditionnelle de l'autre. La domination se traduit par l'interdiction de tout ce qui est susceptible d'incarner les traditions ancestrales, les croyances, la langue du vaincu. La colonisation, l'idéologie ont en commun cette politique de table rase des cultures africaines partout où elles sévissent. Le discours prononcé en 1883 devant les missionnaires se rendant en Afrique par Léopold II, roi des Belges, illustre cet état de fait. Je cite, « Révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre, vous allez certes pour évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique et de l'Europe. Le but principal de votre mission en Afrique n'est pas donc d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà.
Ils parlent et se soumettent à un mundi, mbungu, un diakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer, vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter. Excusez-moi. Ouais. Bon, je crois que je résume. Donc, donc c'est vraiment, c'est pour résumer, c'est que les prêtres qui vont venir, le roi des Belges est conscient qu'ils ont une culture traditionnelle plus organisée, plus raffinée, et leur civilisation, c'est ce que Césaire qualifie de barbarie. Donc, je saute maintenant culture traditionnelle et les enjeux du développement. À partir de 1960, donc, la notion de développement local a vu le jour. Et il y a eu un modèle en 3 phases, ce que nous appelons, sans être économiste, le triangle de développement qui prend en compte l'économie, l'environnement et le social. Les économistes pensent que donc, il faut développer l'économie et l'économie a détruit l'environnement, il y a eu la déforestation, etc. Et de telle sorte que toutes les stratégies, tous les modèles de développement pour les sociétés africaines ont échoué et ont abouti aux multiples crises que nous avons connues jusqu'en 1990. À un certain moment, les experts de l'ONU et de ses démembrements se sont réunis, ont avoué leur échec par rapport aux politiques et stratégies de développement menées en Afrique. C'est ainsi que, à partir de surtout la date, à partir de 2010, le chercheur australien John Hacker a affirmé qu'il ne peut pas avoir de développement local sans prendre en compte les cultures locales. De quoi s'agissait? C'est-à-dire, à partir de ce moment, il y a le slogan qui fait que le terroir fait le projet, le projet fait le développement. C'est-à-dire, on ne peut pas penser le développement à la place des populations. Il faut d'abord demander, ils ont besoin de quoi, quels sont leurs problèmes. Et ça résume bien, en fait, une anecdote de ma grand-mère qui nous disait qu'on ne peut pas adopter un enfant en attendant le plat du voisin. Et l'Afrique, au début, a essayé donc de prendre, d'attendre que les autres viennent la soutenir pour le développement. Et en fin de compte, on n'a ni bien adopté l'enfant, ni bien sauvé la mère. D'autres choses, c'est que par rapport en introduisant la culture, il faut tenir compte qu'est-ce que l'Africain pense du développement. Plus rapidement, je prends encore une autre anecdote. Un expert des Nations Unies est allé en pays d'Ogon. Par malchance, il tombe sur un enfant habillé presque nu. Il lui demande, qu'est-ce que pour vous, c'est quoi le développement, le bonheur? Après quelques réflexions, l'enfant lui dit, je suis pauvre le jour où je vais constater que je n'ai plus d'amis autour de moi. Donc, oui. Le jour où où je vais constater qu'il n'y a plus personne autour de moi, je suis vraiment pauvre. Donc, c'est pour vous dire que la notion de développement et de richesse, ce n'est pas les comptes en banque, ce n'est pas le matériel, mais c'est notre place au sein de la société, ce que ça donne. Donc, excusez-moi, je vais donc vraiment vers la conclusion. Maintenant, dans ce champ vaste de la culture, il y a vraiment beaucoup de personnalités pour expliquer par exemple, les enjeux économiques et autres. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous devons choisir exactement, quel aspect de la culture nous devons choisir pour les défis modernes de l'Afrique? Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne les arts du spectacle, je suis très pessimiste parce qu'il n'y a pas de marché, de structure de diffusion. C'est toujours, on attend par exemple les circuits de diffusion, ce sont les alliances françaises, les centres culturels et autres en Afrique. L'Africain qui crée un spectacle n'a aucune chance de jouer ça 3 fois, etc. Donc, il faut... mais le vrai enjeu, c'est de mettre la culture pour les défis de l'environnement. Parce que nos populations
ont acquis des expériences de sauvegarde de l'environnement, etc. Donc, on met de conclure. Mais deuxième chose, c'est aussi l'aspect social. Il faut vraiment qu'on utilise les cultures traditionnelles pour les régulations des conflits et autres en Afrique. Merci. Je prends le cas du cousinage à plaisanterie où je peux voyager du Niger quand j'arrive en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune frontière des pays. Quand je rencontre un Nakan, je dis, vous êtes un Kanga, il comprendra facilement que je suis son cousin à plaisanterie, il me mettra dans toutes les conditions. Je vous remercie. Okay. Merci beaucoup. Thank you.